Je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'étais dépendant des traductions des textes parce que je ne parle pas les langues anciennes dans lesquelles c'est écrit, du vieil allemand, du vieux français, du latin. Et Mona a une très chouette question à ce sujet. Est-ce que les traductions sur lesquelles donc, je suis obligé de me baser, puisque je n'ai pas le choix, est-ce qu'elles sont fiables? Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que il y a plein de réponses possibles. La version courte, c'est non. Elles ne sont pas fiables. Mais on n'a pas mieux, donc faut faire avec. Là où ça devient intéressant, c'est justement de regarder pourquoi elles ne sont pas fiables, parce que souvent c'est des questions pratiques, mais c'est aussi des questions de choix de traduction. Alors, pas fiables, ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, que ça sert à rien, mais ça veut dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits, et que ces choix, ils sont pas innocents. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une source ou une traduction de source ne soit pas fiable. Déjà, on a le fait que certaines, les plus anciennes, d'ailleurs, souvent au 19e siècle, on n'a pas encore développé toute la linguistique, toutes les étymologies savantes. Donc des fois, c'est fait un peu au doigt mouillé, et quand on tombe sur des expressions qui sont obscures, qui ne sont pas encore déjà traduites ou connues, eh ben, on y va un petit peu ouais, au doigt mouillé. C'est un peu gênant parfois. C'est de là que nous viennent les crânes, boire dans le crâne de ses ennemis. C'est des traductions foireuses parce qu'on voulait dire boire dans des cornes d'animaux, mais voilà, c'est bête. Mais il faut bien passer par là pour qu'après, les gens, ensuite, d'autres chercheurs, arrivent derrière et disent non, mais en fait, l'étymologie, ou alors, ah non, mais la traduction, etc. Au 19e siècle, le but, c'était pas d'avoir des traductions savantes, c'était de traduire les textes, de les rendre accessibles, et puis, quitte à résumer plutôt que traduire, y aller un petit peu de sa petite touche personnelle, et puis parfois même d'adapter au goût du temps et de la morale de son temps. Par exemple, le Kalev et Pueg, qui est l'épopée nationale estonienne, a été donc écrite par quelqu'un, ou rassemblée, écrite par quelqu'un qui est M. Kreutzwald, qui est de l'élite estonienne germanophile, qui a eu son succès, etc. Et donc, qui, naturellement, les traducteurs allemands se sont penchés sur le sujet et étaient ravis de le traduire, étaient très intéressés. Les folkloristes et tout, on était à fond dedans. Ouais. Sauf le passage où le héros bloque la partie intime d'une géante qui pisse littéralement une rivière. C'est une eschatologie, donc on a l'origine de la rivière qui est donc une géante qui pisse, et il la bloque pour obtenir un truc, et donc du coup ça lui fait très mal, etc. etc. Tout ce passage-là, bizarrement, les traductions allemandes, ouais, ils se sont dit ouais, non, non, il n'y a pas besoin. Snip, snip. Et ça, quand tu lis la traduction à l'époque, tu ne le sais pas forcément. D'autant que avoir des notes de bas de page avec des explications sur les traductions, les choix qui ont été faits et pourquoi, souvent à l'époque, que dalle. Que dalle. Tu dois faire complètement confiance au traducteur. C'était pas le but. Parce que les traductions avec des notes de bas de page, etc., tout ce qui est l'appareil critique, ça c'était pour des éditions savantes. Et les éditions savantes, en général, elles sont dans leur langue d'origine. Parce que si tu es un savant, si tu es un lettré, tu parles déjà la langue d'origine, tu n'as pas besoin de la traduction. Alors, une fois qu'on part de ces premières traductions qui sont faites pour toucher un public plus vaste sans forcément chercher une rigueur absolue scientifique qu'on pourrait avoir aujourd'hui, à partir de là, on a des éditions ultérieures et on a de la recherche qui se base dessus, et puis au bout d'un moment, on se dit, cette traduction, elle est datée, cette traduction, elle est vieillotte, il en faut des nouvelles. Et ça, souvent, c'est les traductions qui sont arrivées dans une vague bien plus tardive, où là, on voulait un appareil critique, on voulait des explications, etc. Et pour les savants, on avait donc les éditions toujours. J'ai souvent expliqué là, sur mon blog qu'il y a les éditions et il y a les traductions. Les éditions, ce sont des mises au propre des manuscrits, mais dans la langue d'origine, pas des traductions. Et les éditions, ça c'est toujours pour les savants, avec des appareils critiques phénoménaux, etc. Toujours. Et les traductions, on essaie de les faire quand même plus rigoureusement et avec un minimum quand même de notes, etc. Moi, les traductions où il n'y a rien, souvent, je m'en méfie un petit peu. Les traductions modernes, je veux dire. Où il n'y a aucune note, où il n'y a aucune note de bas de page ou à la fin du bouquin. Souvent, je suis un peu refroidi. Parce que c'est un signe justement que
S'il n'y a pas eu la rigueur nécessaire, je ne le saurais pas, à moins de connaître déjà le texte par une autre traduction. Ce qui peut faire qu'une traduction est vieillotte, outre le fait qu'on n'a pas forcément précisé ses choix, etc., c'est souvent le style aussi. Il y a un gros défaut des traductions 19e, début du 20e, les traductions anglaises en particulier, pour ce que j'ai pu voir, c'est de vouloir rendre les textes anciens encore plus pompeux qu'ils ne le sont, plus ampoulés, plus... Alors, pour les Anglais, par exemple, ça passe par prendre un texte qui est tout à fait normal, mais de décider qu'on va le traduire dans un anglais un peu shakespearien, avec du thy, thou, thine, ça, ils aimaient bien, pour faire plus, c'est plus classe, c'est plus vieux, alors que ça n'est pas le cas du texte ancien. Le texte ancien, ils vont être souvent, je dis pas qu'ils ne sont pas compliqués, les textes anciens étaient souvent triturés de manière à ce que ce soit poétique. Ce sont des poèmes, ce sont des chansons. Donc souvent c'est rimé, et en plus de ça, il va y avoir, pour ce qui est chez les Scandinaves par exemple, le kenning, donc des paraphrases poétiques qu'il faut connaître, qui sont parfois assez ardues. Et pour les sources allemandes, c'est encore pire, parce qu'en plus du niveau de langue, il y a un petit souci supplémentaire qui peut survenir quand on n'a que des traductions anciennes. C'est qu'elles ressemblent à ça. Donc c'est compliqué de traduire, c'est pas des textes écrits tout simplement, sujet-verbe, non. Il y a quand même une complexité. Mais cette complexité, elle ne se traduit pas dans le texte par un langage qui ferait dater pour ceux qui l'écoutent à l'époque. Pour nous, forcément, ça fait des siècles. Mais il n'y a pas cette artificialité du langage daté dans les sources. Donc l'imposer dans les traductions modernes, pour moi, c'est un problème. Et ça rend le texte parfois imbitable. J'ai un exemple, l'exemple que je pourrais donner, et j'en lirai des passages dans une autre vidéo, je pense, c'est qu'on a les textes autour de Völsung et de Sigurd, etc., des chansons, des ballades qui sont composées aux îles Féroé. Le Dust Jacket est parti. On avait une traduction déjà qui avait plus d'un siècle, et récemment on a eu celle-ci. Et autant celle-là, c'est du thou, thou, thine, machin, et en plus avec des petites intros rikiki, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté critique. Et là, on a les traductions, on a le texte édité, donc dans la langue originale pour comparer, et avec un gros appareil critique qui est quand même assez fourni, des notes et tout. On a vraiment la différence entre une ancienne édition et une nouvelle édition.